Ce travail de prospective est un travail qui a été engagé il y a déjà plusieurs années pour le ministère des Transports, le ministère de l'Écologie, dans le cadre du PREDIT, qui est le programme de recherche sur les transports terrestres, pour aider l'État à avoir une vision sur l'avenir du transport et de la logistique en France, étant donné qu'effectivement c'est un domaine de grande importance pour la stratégie nationale. Le travail a abouti à deux recherches, une recherche avant la crise, une recherche après la crise, donc 2008 et la dernière 2012, qui a abouti, en tout cas pour la dernière, à la mise en place de 5 scénarios. L'idée est de proposer une vision de l'avenir selon 5 grandes hypothèses et plutôt que de partir de scénarios chiffrés, de PIB, de croissance, etc., on a préféré avoir une vision plus qualitative et nous projeter d'emblée sur 5 visions contrastées. Alors, quelles étaient ces visions? Quelles sont ces visions? La première, c'est une reproduction du scénario pré-crise, c'est-à-dire la mondialisation échevelée, le tout libéral, la mondialisation accélérée, le développement des activités productives dans les pays émergents et, au contraire, une économie beaucoup plus dématérialisée en Europe, mais qui est fondée beaucoup sur les inégalités sociales, sur des problématiques sociales de plus en plus complexes, celles sur lesquelles on est encore aujourd'hui, la concurrence entre les acteurs, les travailleurs, etc. C'est un scénario en fait qui se traduit par une forte accélération des flux, puisque c'est un scénario de croissance, mais de croissance à l'ancienne, c'est-à-dire fondé sur une poursuite des gaspillages matériels, de la croissance de la consommation d'énergie, etc., etc. C'est un scénario qui s'appuie beaucoup sur les échanges extérieurs et qui effectivement est très consommateur de transport, et en particulier de transport routier, mais également de transport maritime, voire de transport aérien. Le deuxième scénario, c'est le scénario, on va dire, du fil de l'eau. Le fil de l'eau, c'est la situation actuelle, pas exactement comme elle est aujourd'hui, mais de faible croissance, un scénario mou, où on a relativement peu de moyens de pression sur l'évolution du système, où l'État intervient peu parce qu'il est en difficulté financière. Comme il y a peu de croissance, il y a peu de ressources, et c'est un scénario qui va en même temps essayer de répondre à quelques besoins et exigences en matière de développement durable, d'un côté, et de l'autre côté, qui est contraint par l'économie, qui est contraint par la nécessité d'avoir un minimum de gestion des affaires économiques courantes. Ce scénario, c'est celui d'aujourd'hui, donc il est à peu près, donc vous le connaissez, il n'est pas très enthousiasmant. Le troisième scénario, c'est un scénario au contraire qui est lui beaucoup plus ambitieux, c'est un scénario de croissance. Alors, qu'on a appelé Nouvelle Glorieuse, puisque c'est un petit peu, non pas la reproduction, mais l'évolution du scénario qu'on a connu après-guerre, des 30 Glorieuses, un scénario de forte intervention publique, de choix du développement économique, autour d'un certain nombre d'activités, dont en particulier les éco-industries, puisqu'on prend en compte le développement durable, mais quand même qui n'est pas un scénario de développement durable, qui est un scénario de croissance keynésien, où effectivement on est dans une logique de croissance des trafics, mais avec une vision peut-être différente du scénario libéral, avec une vision des modes alternatifs à la route, d'organisation du territoire et de l'économie. Le quatrième scénario, c'est un scénario qu'on a appelé développement durable. C'est le scénario, on va dire, qui aurait pu être la conséquence du Grenelle de l'environnement, mais comme vous le savez, qui n'a jamais été mis en œuvre, peut-être parce que ses promoteurs n'y croyaient pas vraiment. Donc c'est un scénario qui est fondé sur une mutation relativement en profondeur des modes de vie, des modes de consommation, mais aussi des modes de production. C'est un scénario où il y a peut-être moins de mondialisation, il y a plus un rapprochement avec les ressources propres, internes du pays ou de l'Europe. On est toujours dans la mondialisation, mais beaucoup plus modeste, beaucoup plus équilibré et qui prend mieux en compte les besoins spécifiques des territoires de la France et de l'Europe. C'est un scénario donc, qui est moins consommateur de transport, plus raisonné, avec un développement des modes alternatifs, une meilleure organisation de l'économie, peut-être une réindustrialisation relative du territoire, comme le scénario précédent, mais dont l'objectif n'est pas forcément la croissance matérielle. Et puis le dernier scénario, c'est un scénario qu'on a appelé décroissance choisie. Alors c'est un scénario dont certains acteurs sont porteurs, même s'ils sont très minoritaires. C'est un scénario en fait où la population accepte une décroissance, y compris de son niveau de vie en termes matériels, où le bonheur n'est plus fondé sur la croissance matérielle, la consommation,
consommation et la production. Là, on est vraiment dans une logique de baisse de l'économie matérielle, des conditions de vie qui baissent d'un point de vue matériel, même si, selon ses promoteurs, il y a plus de bonheur. Voilà. Donc c'est évidemment un scénario où il y a beaucoup moins de transport, beaucoup moins d'échanges, beaucoup moins de développement dans les grands corridors ou dans les grandes métropoles, peut-être une ruralisation. Voilà. Donc ces 5 scénarios sont très contrastés. On a oublié un scénario absolument volontairement. C'est le 6e scénario, ça serait celui de la catastrophe, celui d'une guerre, d'un grand cataclysme qu'on n'a pas pris en compte parce que celui-là, on n'est pas capable on ne le souhaite pas d'abord. Et on n'est pas capable de le mettre en musique parce que c'est un scénario évidemment qui est très imprévisible. Alors les 5 scénarios, vous voyez, ils sont très différents. Selon les individus, il y en a certains qui sont plus souhaitables que d'autres. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur sur les scénarios en tant que tels. Il y en a certains que je peux considérer comme mauvais, d'autres que je peux considérer comme meilleurs. L'idée, c'est de voir pour chacun de ces scénarios quelle est la place de Rhône-Alpes par rapport aux autres territoires et en France et en Europe. Donc l'idée, effectivement, c'est que clairement, Rhône-Alpes est bien placé sur tous les scénarios. Pourquoi? Parce que d'abord, la géographie humaine et encore plus la géographie physique ne se refait pas, et on est sur un territoire d'échange traditionnel depuis des millénaires, un territoire où les hommes échangent les marchandises, échangent les idées, et qui a été à l'origine en fait du développement économique et démographique et urbain de ce territoire caractérisé par Lyon. Cette idée est tout à fait permanente puisque quel que soit le scénario ultralibéral avec la mondialisation absolue, le développement des échanges impétueux, ou même le scénario de la décroissance, les pôles urbains et les corridors et les carrefours joueront de toute façon un rôle important et un rôle essentiel. Ces deux régions qui, en même temps, se ressemblent et en même temps sont différentes. Ces deux grandes régions urbaines, l'Île-de-France est beaucoup plus importante en termes démographiques et donc son poids est extraordinairement important. C'est la première métropole logistique européenne de France. Mais en termes de positionnement global par rapport aux grands flux nationaux européens, Lyon est plutôt mieux placé parce que de toute façon, on est sur un corridor qui est absolument incontournable pour les flux nord-sud et pour certains flux est-ouest. Et ce carrefour, c'est un carrefour naturel et il n'y a quasiment pas de régions et de sites qui puissent être en compétition avec la métropole lyonnaise et avec Rhône-Alpes. Donc cette situation-là, effectivement, fait que de toute façon, le positionnement européen et national de Rhône-Alpes et de Lyon, il est, à mon avis, permanent et très durable. D'une façon générale, le scénario qui est proposé et qui est repris en compte, c'est en fait un mix du scénario qu'on a appelé Nouvelle Glorieuse et du scénario Développement durable. C'est-à-dire un scénario qui est en même temps un porteur de croissance, mais une croissance un peu nouvelle, qui est fondée sur une réindustrialisation de l'économie, une intervention plus importante de l'État, une régulation effectivement plus forte, un contexte social plus égalitaire, mettant plus en avant la problématique sociale, et le scénario de développement durable qui passe par une mutation assez profonde des modes de vie, des modes de consommation et des modes de production. Donc c'est un mix des deux qui est assez bien accepté. Alors on reste quand même sur des visions assez macro. Il n'est évidemment pas mis en place de façon concrète au niveau des entreprises puisque c'est du moyen et long terme, mais c'est un scénario qui, d'un point de vue théorique, est quand même plutôt accepté. L'idée, ça serait qu'il y ait un débat un petit peu plus impétueux autour de nos scénarios, de façon à ce que ça soit, y compris, qu'il y ait plus de controverses autour des idées qu'on avance. Alors les incontournables, il y a des incontournables généraux. Premier incontournable général, c'est que ça l'est déjà, mais de plus en plus, je pense que l'exigence écologique va s'imposer à nous, et pas seulement au travers de l'émission des gaz à effet de serre, mais également au travers de la nécessaire économie des ressources, parce que celle-là va s'imposer peut-être encore plus vite, ressources naturelles, le pétrole, mais pas seulement, les sources d'énergie diverses, fossiles, l'eau, les matières premières, l'espace, va nous obliger à raisonner différemment. En Europe et en France, on est peut-être un petit peu plus en avance que certains autres pays, je pense à la Chine, aux États-Unis, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça va s'imposer à tous les scénarios, à tout le monde. Contraint ou forcé.
Il y a des scénarios où ça va pas être la tendance naturelle, le premier, et d'autres où ça va être lié aux choix stratégiques qui vont être faits au niveau des États. Le deuxième élément du socle commun, l'importance de la logistique, qui va s'imposer, qui s'impose déjà comme un élément incontournable, quels que soient les objectifs qu'on va donner à l'économie, que ce soit pour faire du profit ou que ce soit pour faire de l'optimisation sociale. On aura besoin de logistique parce que la logistique est une science, entre guillemets, d'optimisation des flux qui est nécessaire, en particulier dans une vision de développement durable, pour optimiser les ressources. Troisième élément, c'est la technologie. Alors les technologies, il y en a beaucoup, notamment les technologies de l'information et de la communication. On ne va plus rien inventer en termes de technologie de transport pur. On a déjà tout inventé au 19e siècle, le bateau, le train, la voiture, le camion, même l'avion, hein, existait déjà au 19e siècle. Ce qu'on va inventer, c'est d'abord l'amélioration de ces vecteurs, et ce qu'on va inventer surtout, c'est une meilleure utilisation de la technologie, notamment des TIC, des technologies de l'information et de la communication, qui vont permettre d'optimiser tout ce que je viens d'expliquer. On est encore loin. L'idée, ce n'est pas forcément des gaps technologiques, des sauts technologiques nouveaux, sans doute il y en aura, mais c'est de mieux utiliser la technologie au travers de deux choses, l'organisation et les ressources humaines. C'est deux éléments clés, l'organisation et les ressources humaines, pour mieux maîtriser les technologies. Alors, autres éléments communs, c'est que de toute façon, les carrefours et les corridors joueront toujours un rôle important, quels que soient les territoires, quels que soient les scénarios. Alors, ça sera peut-être des petits carrefours et des petits corridors avec le scénario de la décroissance, ou des énormes carrefours et corridors pour certains autres scénarios qu'il faudra maîtriser. Mais ça, je pense que ça sera permanent. Depuis l'Antiquité, de toute façon, le monde marche comme ça. Autre élément important, c'est le rôle de la mer et des ports. La mer et les ports jouent et joueront un rôle important, là aussi, quels que soient les scénarios. Alors, pas de la même façon. Le scénario mondialisation libérale, le premier, ça va évidemment favoriser le gigantisme portuaire. Ça va favoriser les grands ports et mort aux perdants, hein. Donc, si on est dans les grands ports, pas de problème. Une des questions clés, c'est Marseille, par exemple, qui est très liée à Rhône-Alpes. Est-ce que Marseille ferait partie, dans ce scénario-là, des grands ports? Mais même si on n'est pas dans ce scénario-là, de toute façon, la mer, y compris dans un scénario très écolo, la mer joue un rôle important parce que c'est un mode qui est très favorable, qui est peu coûteux, qui est environnementalement très correct, hein, puisqu'il consomme moins d'énergie, il transporte des plus grandes quantités que le transport terrestre, et c'est un élément favorable au port. Alors là, peut-être moins que les grands ports, mais peut-être avec plus de cabotage, des ports maritimes petits et moyens peuvent jouer un rôle important. Et de toute façon, ce que je pense, c'est que quel que soit le scénario, les territoires qui sont proches de la mer ou qui sont facilement accessibles à la mer seront des territoires qui se développeront peut-être mieux que d'autres territoires, mais ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc Rhône-Alpes, évidemment, fait partie de ces territoires.